Bonjour, je suis Clément Dagnès. Vous venez de rejoindre l'État-Major, le nouveau podcast de l'Express consacré à la défense. Pour ce premier épisode, il semblait indispensable de parler de Donald Trump, redevenu le président de la première puissance mondiale, les États-Unis. Depuis sa victoire, les nominations se sont enchaînées. Parmi les postes clés, il y a celui de directrice du renseignement national, DNI. Ce poste a été confié à Tulsi Gabbard. Elle a 43 ans, une longue chevelure noire avec une grande mèche blanche et elle possède un parcours atypique. Elle a servi dans l'armée américaine, puis elle a siégé à la Chambre des représentants comme démocrate. Et pour l'anecdote, elle en a été la première élue avec l'hindouisme comme religion. Cette hawaïenne a d'autres particularités. Ses sympathies complotistes pour deux tyrans. Le Syrien Bachar el-Assad, auquel elle a rendu visite et dont on sait que le régime est tombé récemment, et le Russe Vladimir Poutine. Comme DNI, si sa nomination est confirmée au Congrès, Tulsi Gabbard va devoir briefer le président au quotidien sur les missions et les résultats des services. Elle doit faire aussi qu'il coopère du mieux possible. Mais sa véritable tâche est ailleurs, mettre ses services au pas. Trump n'a aucune confiance dans les espions américains et il compte sur cette fervente trumpiste pour qu'il fasse ce que lui veut. Le monde du renseignement américain s'apprête à connaître de profondes turbulences. Pour parler administration Trump et espionnage, je reçois aujourd'hui l'un des meilleurs spécialistes du renseignement parmi les universitaires français. Sébastien-Yves Laurent enseigne à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et il a reçu le prix de l'Académie du renseignement pour son livre « État secret, État clandestin, essai sur la transparence démocratique », publié chez Gallimard. Un ouvrage qui porte sur les évolutions des services américains, français et britanniques. Bonjour Sébastien-Yves Laurent. Bonjour Clément. À quel point Donald Trump et la communauté du renseignement ont entretenu jusqu'à présent des rapports compliqués ? Je crois que c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'on a un président élu qui a eu comme candidat puis comme président élu et en fonction des rapports aussi compliqués. Les rapports entre les présidents ou les exécutifs et les gens de renseignement sont toujours faits de tensions, ça c'est fréquent aux États-Unis. Mais là, on est allé très loin puisque les services de renseignement, en l'occurrence le FBI, en 2016, ont pointé dans une enquête très bien menée les soupçons de forte ingérence russe dans l'élection de 2016. Et donc, ça a complètement biaisé la relation que les gens de renseignement ont avec Trump. Il faut ajouter une deuxième raison, c'est que l'idéologie composite de Trump, qui est faite d'une partie de complotisme, est immédiatement défiante à l'égard des services de renseignement. Donc entre le soupçon d'ingérence russe qui s'est avéré véritable, il y a eu une ingérence russe dans l'élection et dans les élections, plus la mentalité très complotiste de Trump et de son entourage, tout est prêt pour que les choses ne se passent pas bien. Je note aussi deux points. Il a beaucoup changé de directeur du renseignement national au cours de son mandat. C'est même, je crois, inédit. Je sais que Reagan en avait beaucoup changé, mais c'était sur 2 mandats. Oui, et puis à l'époque de Reagan, la fonction de DNI, ce qui tenait lieu de DNI était un peu différent. En fait, depuis la réforme post-11 septembre du renseignement américain, le directeur national du renseignement, le DNI, est un poste très important puisqu'il coiffe l'ensemble des agences de renseignement, dont la CIA. Donc en fait, auprès du président des États-Unis, il y a 2 fonctions importantes, le DNI et le conseiller à la sécurité nationale, le National Security Advisor. Le National Security Advisor, il est vraiment le conseiller en matière de politique étrangère, incluant en théorie ce qui relève du domaine du renseignement. Le DNI se contente de toute la communauté du renseignement, mais c'est près d'une quinzaine d'agences. Donc ce sont 2 personnes de pouvoir qui exercent un rôle considérable et l'instabilité sous Trump de la fonction de DNI a été très forte. On a eu des témoignages et on a vu que les gens étaient licenciés parfois du jour au lendemain, sans que des contre-pouvoirs ne puissent s'exprimer. Et donc il y a une vraie instabilité, ce qui est une force chez Trump, son imprévisibilité à l'égard des adversaires, est une faiblesse à l'égard de son entourage, qui est en permanence sur la sellette. National Security Advisor, je précise, c'est le conseiller à la sécurité nationale, un poste qui était occupé sous Joe Biden par Jake Sullivan, dont on a beaucoup entendu parler. Aussi peut-être un petit épisode sur lequel il n'est pas inutile de revenir, Sébastien-Yves, c'est le fait que Donald Trump avait pris avec lui, quand il a quitté la Maison-Blanche, des documents
classés secret défense, semble-t-il, du renseignement, qui ont été trouvés par la justice dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride. Oui, ça c'est un point important. Il ne faut pas estimer que c'est quelque chose de symbolique. C'est extrêmement important. Ça montre la négligence de Donald Trump. Il est de tradition que lorsque un président des États-Unis, mais d'autres chefs d'État, quittent leurs fonctions, ils laissent bien sûr toutes leurs archives qui ne leur appartiennent pas, qui sont les archives de l'État. Bien. Et Trump est parti avec des dizaines de cartons classifiés à Mar-a-Lago. Et il y a d'ailleurs encore une instruction en cours sur ce sujet, mais en raison de son immunité, qui a été reconnue par la Cour suprême, y compris dans ce dossier, l'affaire est suspendue. Mais ça montre que Trump a des pratiques qui ne sont pas celles d'un chef d'État, qui sont celles d'un chef de parti, qui est en partie aux abois face à la justice, faut pas l'oublier. Et donc, on est là très loin d'un fonctionnement rassurant pour les agences qui produisent à flux tendu des documents classifiés. Et cela peut aussi fragiliser la relation que les agences ont à l'égard de Trump. Et on peut penser, d'un point de vue un petit peu théorique, le mandat n'a pas encore véritablement commencé, mais on peut penser que des informations particulièrement secrètes, des documents secrets, eh bien, par une sorte d'autocensure, ne lui soient pas communiqués, craignant qu'il soit lui-même quelqu'un qui fasse de la compromission, du leaking. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de compromissions. Et d'ailleurs, dans l'affaire des documents classifiés de Mar-a-Lago, il était poursuivi sous un chef d'inculpation très simple, qui est la compromission de documents secrets. Ce qui est à la fois juridiquement, mais aussi symboliquement extrêmement grave. On a parlé un peu de Trump 1 et de la suite. Là, on arrive à Trump 2. On voit que Donald Trump a opté pour des profils radicaux, pour la direction du renseignement, celle de la CIA ou encore le poste justement de conseiller à la sécurité nationale. La plupart doivent être confirmés par le Sénat. Trump peut-il mettre au pas les sphères du renseignement ? C'est la grande question, Clément. À chaque changement de présidence, il doit y avoir 1400, 1500 emplois fédéraux, y compris les plus hauts, qui doivent être confirmés par le Sénat. C'est donc, comme vous pouvez l'imaginer, une procédure extrêmement lourde. Deuxième chose, c'est qu'on constate que depuis Reagan, le temps de validation de ces nominations n'a cessé de croître. C'était autour de 70 jours sous Reagan, en moyenne. On est arrivé à 160 sous Biden. Et ça n'a cessé de monter, pas seulement d'ailleurs sous Trump, sous Biden. Donc, ce n'est pas seulement à mettre au débit, si vous voulez, des républicains. Donc, il y a là quelque chose de très complexe qui fait que parfois, des responsables importants n'arrivent en fonction qu'assez tardivement. Alors la vraie question, Clément, comme vous le suggériez, c'est la question de la majorité républicaine. Là, il vient d'être élu, c'est très clair qu'un très grand nombre de sénateurs lui doivent leur mandat, mais on voit qu'il a commencé déjà à outrepasser un certain nombre de choses, puisque le 10 novembre, Trump a fait une déclaration extrêmement étonnante, mais qui est trumpienne, c'est-à-dire qu'il a demandé au futur président du Sénat de se passer de la validation pour les plus hauts postes, au motif d'aller plus vite. Et en cela, il n'a pas tort, puisque comme je viens de le dire, les nominations prennent de plus en plus de temps. Trump veut aller vite, il ne veut pas être bloqué au Sénat. Alors il y a une petite disposition constitutionnelle qui fait que ce n'est pas seulement quelque chose qui est sorti de son imaginaire et de sa volonté. Il a une petite base légale pour demander cela. Et le problème, c'est que les trois futurs candidats républicains les mieux en piste pour prendre la présidence du Sénat ont déjà dit qu'ils, effectivement, se passeraient de l'accord de la Chambre qu'ils vont présider. Donc ça semble réaliser le programme de Trump. Et on pourrait bien avoir une situation assez inédite dans laquelle on a toutes les têtes de la communauté de sécurité qui n'a pas eu la validation du Sénat. Je vois mal, ceci dit, comment dans la durée cela pourrait tenir. Je veux dire que ça pourrait être réalisé. Ce serait vraiment un scandale politique et même juridique fort. Mais je ne vois pas comment, sur un mandat entier, ces personnes pourraient tenir sans l'aval du Sénat. Là, on a parlé du pouvoir de nomination de Donald Trump. De quel pouvoir dispose-t-il également sur cette communauté du renseignement, une fois qu'il sera aux manettes à la Maison-Blanche ? Alors, la structuration de la communauté du renseignement aux États-Unis, elle est assez spécifique. Chaque pays a ses spécificités, bien évidemment. Le plus grand pouvoir de Trump, c'est le pouvoir de nomination et c'est le pouvoir d'éviction de ces gens-là. Il a vraiment, dans les grands emplois publics, c'est lui qui nomme et c'est lui qui interrompt le mandat. Après, il a beaucoup moins d'autres pouvoirs, précisément parce que on est dans un régime présidentialiste, mais avec un fort pouvoir parlementaire, et en l'occurrence une chambre très importante qui est le Sénat.
et les 2 commissions de contrôle des activités de renseignement, une au Sénat, une à la Chambre, qui sont extrêmement puissantes. Mais la difficulté qui affaiblit toute potentialité d'y voir des contre-pouvoirs, c'est qu'il a eu une majorité très large. Et au Sénat, et puis une majorité moins large, mais une majorité quand même à la Chambre des représentants. Et donc, sur le papier, Trump, il veut rentrer une fois de plus par effraction, en faisant des nominations avec des personnalités, Tulsi Gabbard, Pete Hegseth, il y en a d'autres, qui ont des profils assez étonnants, on y reviendra peut-être. Et une fois entré par effraction, il pourrait bien ensuite n'avoir plus rien à faire. C'est-à-dire simplement entretenir une relation de grande proximité, de fidélité personnelle. Il n'y a pas véritablement de contre-pouvoir. Le seul contre-pouvoir, c'est un contre-pouvoir budgétaire, parce que le vote de l'équivalent de la loi de finances qui donne les crédits au service de renseignement est une procédure qui est complexe, lourde, avec un rôle du Parlement qui est puissant. Je pense que ce rappel n'est pas inutile. Pourquoi le renseignement américain est considéré aujourd'hui dans le monde comme le plus puissant par ses capacités, par ses résultats également ? Alors ça, c'est une très bonne question, mais il est difficile d'être aussi affirmatif. C'est-à-dire que tous les services essaient de construire leur réputation et une réputation d'excellence. Le Mossad israélien, le service russe, etc. Quels sont les critères pour évaluer la puissance d'un service ? C'est assez compliqué. On n'a pas de critères quantitatifs, bien évidemment. Alors on peut supposer, et en l'occurrence, si on le fait pour les États-Unis, on a raison, c'est-à-dire on peut supposer que les États-Unis ont un appareil de renseignement technique qui est très puissant. Et ça, sans aucun doute, le renseignement électromagnétique, le renseignement numérique américain est de loin le plus puissant au monde, même devant la Chine, la Russie et d'autres pays, pour des raisons à la fois de géographie, d'ancienneté de la structuration d'un réseau international et de maîtrise de tout le secteur numérique et d'une grande partie de l'Internet par les États-Unis. Et c'est vraiment ça qui, à mon sens, permet de dire que les États-Unis ont un renseignement particulièrement puissant. Après, en effectif, les effectifs du renseignement américain sont moindres que les effectifs du renseignement chinois, par exemple. On ne connaît pas précisément les effectifs du renseignement russe, donc c'est un peu compliqué à dire. Une partie de la puissance du renseignement américain, c'est une partie de la puissance américaine. C'est aussi du soft power. C'est-à-dire, c'est cette capacité à faire des films, des séries sur le renseignement américain qui le banalise et qui en fait un outil. On a vu toutes les dernières séries depuis 10, 20, 30 ans qui montrent que c'est une partie de l'identité et de la puissance américaine. Et tout ceci renforce l'idée que le renseignement américain est dominant, et ce qui est certainement un des objectifs du renseignement américain, faire croire qu'il est dominant. Encore une fois, à part la maîtrise mondiale des communications, ce qui est beaucoup, ou d'une grande partie des communications, je serais plus circonspect pour dire qu'il est dominant sur d'autres plans. On l'a vu sous Biden, cette communauté du renseignement, elle a beaucoup fait parler d'elle, en particulier lors de l'invasion russe, par la déclassification des preuves d'invasion en préparation. Alors ça, c'est assez atypique. Les États-Unis ont mené avec succès relatif, ce qu'ils appellent du campaigning, faire campagne à partir de déclassification de documents pour aller convaincre les alliés. On a vu que si les Britanniques, qui avaient leurs propres moyens, mais ont avalisé les choix américains, ou plutôt ont suivi les choix américains, donnant d'ailleurs de l'écho aux documents publiés par les États-Unis. L'Europe n'a rien voulu voir, parce que les documents étaient incontestables. Ce qui nous amène à un constat. Une chose est de l'information qui est certifiée de qualité, une autre est l'interprétation. En fait, le point crucial en matière de renseignement, qui est un problème dans toutes les crises, ce n'est pas le renseignement en lui-même, c'est l'interprétation des intentions. Les Français, les Allemands, les Européens, lorsqu'ils ont vu les documents, n'ont pas pu en nier la réalité, mais ils ont pu douter, je crois qu'ils l'ont fait, de l'intention, pensant que Poutine, malgré toutes ses troupes massées, n'avait pas l'intention d'aller plus loin. On est sur la pointe de diamant du renseignement, c'est interpréter les intentions de l'adversaire. En gros, il y a deux choses, les capacités, les intentions. Les capacités, on fait de mieux en mieux, mais avec des outils, même des outils prédictifs, on ne saura jamais véritablement ce qu'on peut appeler le mystère de l'intention. Et donc c'est la raison pour laquelle la campagne américaine a été très bien faite, mais elle n'a pas su, à tort, convaincre les gouvernements européens. Je remarque au passage que les gouvernements européens n'ont fait, en tout cas publiquement, aucun mea culpa, et ils n'ont cessé d'être à la traîne dans la guerre ukrainienne. Je pense que des leçons devraient, dans tous les pays, être tirées de façon rapide, parce que le climat géostratégique global se détériore petit à petit, c'est assez manifeste. Justement, face à ce
climat géostratégique en tension, beaucoup plus qu'il y a 30 ans, qu'il y a 25 ans. On a vu que le patron de la CIA sous Biden, Bill Burns, ne s'est pas caché de jouer les messagers pour la Maison-Blanche. Quelle diplomatie assure ces espions et est-ce qu'on retrouve ça en France, même au Royaume-Uni ? Oui, alors le fait que le directeur de la plus grande agence joue un rôle diplomatique, c'est relativement classique. Bill Burns, il a eu comme avantage d'être ambassadeur des États-Unis au Moyen-Orient. Il a été en Jordanie, il a été pendant 3 ans, de 2005 à 2008, à Moscou. Donc c'est comme assez souvent chez les patrons de la CIA, des gens qui ont un cursus CIA et un cursus diplomatie. On retrouve ça en Grande-Bretagne également. Mais on retrouve ça aussi un petit peu en France. C'est-à-dire que les dernières années, enfin les 2 dernières décennies, un nombre important de directeurs de la DGSE étaient également des diplomates. Et donc, pour répondre directement à votre question, il n'est pas du tout surprenant que ces directeurs d'agence, qui ont été des diplomates ou qui ont pu avoir des rôles diplomatiques, soient des représentants du chef de l'État qu'ils servent et parcourent le monde, pas seulement pour négocier ou discuter avec d'autres agences de renseignement, mais parfois pour discuter avec des autorités politiques. Il n'était pas rare, mais c'est aussi toute l'histoire du renseignement après 1945, donc c'est assez ancien. Il n'était pas rare que des chefs d'État de puissance moyenne reçoivent les patrons des services de renseignement. Alors c'était très rare en Europe, les chefs d'État européens ne recevaient pas les directeurs, sauf cas de crise, des agences de renseignement. Mais dans les autres pays, il y a, moi, ce que j'ai appelé une double diplomatie, et même j'ai appelé ça une paradiplomatie, c'est-à-dire le fait que les services de renseignement ont une diplomatie qui peut être dirigée directement par le chef de l'État, mais aussi une diplomatie qui peut être relativement autonome. Dans les grandes puissances du renseignement, il y en a une dizaine, vous avez la politique extérieure vue par les affaires étrangères, et puis vous avez la politique extérieure vue par les services de renseignement, en tout cas par l'agence de renseignement externe. Et sans être opposée, elle peut parfois, sur certains points, sur certaines régions, ne pas être tout à fait la même. Et en fait, c'est une ressource forte pour les chefs d'État qui peuvent tenter, à l'aide de leur ministère des Affaires étrangères et à l'aide de leur chef des services de renseignement, des contacts, des mises en œuvre de décisions qui sont différentes. Donc ce n'est pas du tout une absence de rationalité, c'est au contraire quelque chose de souvent d'assez pensé. En France, les activités des services sont contrôlées par la délégation parlementaire du renseignement et également la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Qu'en est-il aux États-Unis ? Alors aux États-Unis, il y a un organe de contrôle parlementaire dans chacune des assemblées. Je vous épargne le nom à rallonge. Il y a une commission de contrôle permanent au Sénat, une commission de contrôle permanent à la Chambre des représentants. Et ce sont ces 2 organes de contrôle, ces 2 commissions qui font tout le contrôle. Alors, ce qu'il faut signaler aussi, c'est qu'il y a une tradition assez différente en Europe et qui, de ce point de vue, est probablement plus contraignante pour les services. C'est qu'en Europe, vous retrouvez en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, des commissions spécialisées, des commissions parlementaires ou, comme dans le cas français, la CNCTR, mais passons, c'est très particulier. En tout cas, il y a des organes parlementaires ou proches du Parlement qui font le contrôle des activités techniques. Aux États-Unis, cela n'existe pas. Et l'agence technique, qui est la NSA, il sera intéressant de voir d'ailleurs ce que Trump va faire. Il y a actuellement à la tête de la NSA un militaire. Il a une adjointe, Wendy Noble, qui est reconnue unanimement pour sa grande compétence. Je n'ai pas vu pour l'instant qu'il était question de les changer. Ce sont les seuls qui émergeraient et pourraient surnager de l'équipe Biden dans la future administration Trump. En tout cas, cette NSA, elle est vraiment extrêmement puissante. C'est elle, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui fonde, à mon avis, la caractéristique très singulière de puissance des États-Unis en matière de renseignement. Et cela va jusqu'au fait qu'ils ne sont pas contrôlés en propre. Ils font l'objet d'un contrôle d'une administration assez classique, mais le nombre d'interceptions, comme en France la CNCTR exerce un contrôle très fort. Elle publie des chiffres sur les écoutes, sur les dispositifs de sonorisation, etc. Et aux États-Unis, cela n'existe pas. Le quotidien se numérise, on en est tous témoins. La tendance aux États-Unis, comme en France d'ailleurs, va-t-elle à plus d'États secrets ou moins d'États secrets ? Ça, c'est une question aussi qui me paraît très importante, mais qui est très difficile à évaluer. Et finalement,
c'est une question qui pose une question politique fondamentale. Dans quelle mesure la démocratie est-elle compatible avec le secret ? Moi, j'ai tendance à considérer que ce que j'appelle l'état secret légal est bien contrôlé, bien limité en France, pas seulement en France, d'ailleurs en Grande-Bretagne et aux États-Unis également. Mais pour rester sur le cas de la France, ce qui est intéressant à relever, c'est qu'il y a deux environnements dans lesquels il n'y a pas de contrôle. Le premier environnement, qui touche donc aux activités de renseignement, c'est tout ce qui relève de l'information classifiée. Je pense que en tant que journaliste, vous êtes sensible à cette dimension et les auditeurs qui nous écoutent le seront aussi parce qu'on se nourrit d'informations. Ça, c'est un point important, c'est que l'information classifiée ne cesse de croître. Et je le montre dans mon livre, elle est faiblement contrôlée. Les textes ne sont pas appliqués, les textes qui poussent à une déclassification chronique, à des revues de documents classifiés pour les rendre aux archives nationales, pour que la loi de 2008 sur les archives s'applique. Bref, tout ceci est en fait assez mal contrôlé. Pour des raisons, d'ailleurs, il faut là-dessus être très, très clair. C'est pas une volonté de faire des secrets, c'est plus par négligence administrative. Déclassifier des documents prend du temps. On peut pas appuyer sur un bouton pour déclassifier, il faut examiner tout le document, et pour tout ce qui est papier en tout cas, et il y en a encore beaucoup, appliquer dessus une marque de déclassification. C'est une opération qui est en fait extrêmement longue. Bon. Donc ça, à mon avis, c'est une vraie question politique et démocratique. Puis le second, c'est ce à quoi vous faisiez allusion un peu plus tôt dans l'émission, c'est-à-dire que les activités de renseignement se sont déplacées dans une sphère de plus en plus immatérielle, et notamment dans la sphère du numérique. Et là, à l'international en tout cas, il y a une absence totale de contrôle. Et ce qui est intéressant pour terminer, c'est que lorsque l'on regarde les documents des commissions parlementaires, on voit bien que c'est quelque chose dont je ne suis pas sûr qu'elles aient conscience. C'est-à-dire qu'il existe aussi tout un espace, tout un environnement qui échappe au contrôle de leurs activités. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que le rôle de la DPR soit d'aller jusque-là, dans leur intention en tout cas. Merci Sébastien Yves-Laurent. Merci Clément. Pour suivre l'actualité de la nouvelle administration Trump et plus largement les questions de défense, je vous invite vraiment à vous abonner à l'Express.fr. N'oubliez pas non plus de suivre l'état-major sur votre application de podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict par exemple. Vous pouvez nous y laisser des étoiles et des commentaires. Cet épisode a été monté et réalisé par Jules Cros. L'état-major, le podcast défense de l'Express, c'est un mardi sur 2. Je vous retrouve donc pour un nouvel épisode le 28 janvier.